Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons traiter de Rust. Nous allons voir quelques bonnes pratiques qui vont vous aider à travailler avec ce langage. Parce que je vous dirais, tant que on traite un couteau de la même façon qu'une fourchette, on n'arrivera jamais à l'utiliser. Rust a un peu ses propres fonctionnalités, sa propre façon de fonctionner, et on va voir comment on peut l'utiliser de façon convenable. Alors tout d'abord, le mieux est de regarder quelques sources que je peux vous donner, donc elles seront en dessous en description. Donc la première source, c'est Rust, the Programming Language. Donc ça, c'est vraiment la base des bases, ce qui doit être utilisé en premier lieu si vous voulez commencer à apprendre davantage sur Rust. Donc là, c'est de la documentation écrite qui vous montre un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec Rust. Vous pouvez le lire de haut en bas, où vous pouvez explorer chacune des sections qui se trouvent ici. Donc il y en a pour tout, par exemple lire des fichiers, vous avez aussi normalement pour le contrôle de flux, vous avez aussi donc manager un projet qui grandit, donc il y avait tout ça qui est pratique. Avec ça, nous avons aussi les design patterns dans Rust, donc je zoome un peu parce que c'est un petit peu petit. Donc c'est aussi je pense que vous connaissez les patrons de construction, ce sont des choses qui vont nous permettre de pouvoir travailler et communiquer en groupe, mais aussi de pouvoir créer quelque chose de propre avec le langage. Et donc Rust a ses propres idioms, donc quand on parle d'idioms dans un langage, c'est vraiment, donc même dans la langue humaine, c'est vraiment des éléments qui ne peuvent pas être traduits mot pour mot sous peine de perdre leur sens. Donc notamment en anglais, ça peut être It's raining dogs and cats, donc il pleut des chiens et des chats, donc ici ça ne marche pas parce qu'on ne comprend pas le sens, mais ça veut juste dire qu'il pleut des cordes. En français on dit donc qu'il pleut beaucoup. Donc là nous avons tout ça. Donc ce que j'apprécie beaucoup dans Rust, c'est qu'il met en avant surtout le principe KISS, Keep It Simple Stupid, parce que je pense qu'il peut y avoir pas mal de langages qui veulent tout d'abord mettre le principe dry en premier, et qui apporte plus de facilité que de simplicité. Donc il y a une différence entre facilité et simplicité, mais peut-être que j'en parlerai dans une vidéo. C'est aussi l'un des points fondamentaux que j'aime bien lorsqu'on parle de liberté et de sécurité, qui sont aussi deux opposés. J'aime bien aussi parler de ça. Donc peut-être qu'une fois, dans une de mes vidéos, je parlerai de ça, mais ici nous sommes dans Rust. Donc je vous recommande de regarder cette source, elle est vraiment bien aussi. Donc nous allons passer à la troisième. C'est bien sûr la librairie standard de Rust. L'idéal est aussi de regarder ce qu'il y a dans la librairie standard de Rust parce que ça a plusieurs avantages. Premier avantage, vous serez en mesure de voir ce qui est à votre portée. Donc la librairie standard se trouve dans toute installation de Rust que vous voulez. La librairie standard va aussi disposer donc de certains contenus qui vont vous aider à travailler, mais ils vont aussi pouvoir vous donner des idées sur comment en fait on peut implémenter des choses. Si vous cherchez des informations pour le multithreading, vous avez aussi ça, notamment si vous cherchez des informations sur l'écosystème de Rust, il y a aussi ça, les vecteurs, les options comme j'ai dit. Vous avez aussi les types primitifs que vous pouvez explorer, les macros standards comme j'ai dit, le prélude. Souvent, le prélude, c'est tout ce qui est chargé par défaut lorsque vous lancez un crate ou une librairie. Donc ça, c'est ce qui se passe. Avec ça, nous avons aussi le système de type de Rust. Il faut savoir que Rust a un système de type bien à lui et particulier. Je pense que la plupart d'entre vous, vous venez en fait d'un langage de programmation qui a le paradigme orienté objet. Donc ça peut être soit Java, soit C++, soit Python. Du coup, je pense que dans ce cas-ci, vous avez certainement eu à voir les classes, les enums, qui sont, je pense, les seuls moyens de construire des types que vous avez vus. Vous avez aussi les interfaces qui sont pas mal. Je n'ai pas parlé bien évidemment des génériques pour le polymorphisme et tout, mais voilà, c'est le type de choses que vous avez certainement dû voir. Et vous avez dû trouver des équivalents dans Rust, comme les structures, les enums et les traits. Alors il faut juste savoir qu'il faut faire attention avec ça parce que si on fait juste de la correspondance comme ça,
on risque de manquer vraiment la puissance des structs, des enums et des traits dans Rust, parce qu'ils ont aussi leur propre fonctionnalité, leur propre usage, et vous risquez de les limiter si vous les considérez en tant que tels comme des classes, comme des enums, comme des interfaces. Donc je pense peut-être qu'on aura l'occasion de traiter là-dessus, mais ils sont vraiment puissants. En plus de ça, nous avons aussi d'autres éléments qui peuvent nous aider à travailler avec les types, hein. Donc on peut aussi avoir des tuples ou des named tuples, et vous avez aussi la possibilité d'utiliser des alias qui sont pas non plus vraiment des outils pour construire des types, mais qui créent des références ou des alias, mais ça donne l'impression vraiment que vous utilisez des types spécifiques et particuliers. Donc vraiment l'interface de Rust pour traiter avec les types est vraiment puissant. Il faut savoir que c'est un avantage parce que grâce à ça vous aurez le moyen de pouvoir être le plus précis par rapport à ce que vous voulez et donc avoir le plus de résultats et de réussite dans votre projet. Tout ça vient des algebraic data types, donc, ou les types de données algébriques, ou les types algébriques de données plutôt. Ce sont des concepts qui viennent aussi parfois de la programmation fonctionnelle, mais qui s'appliquent aussi à la programmation orientée objet, et franchement c'est très puissant. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler bientôt. Donc maintenant nous allons voir quelques exemples qui vont nous aider à pouvoir illustrer aussi certains cas. Donc je vous présente juste des trucs que j'aime bien, qui peuvent vous aider aussi à travailler avec Rust, mais qui n'abordent pas le tout. Donc si vous avez peut-être des sujets, des questions ou quoi que ce soit à propos de Rust, vous vouliez qu'on aborde dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à le mettre en dessous en commentaire, ou simplement poser des questions sur Rust, bien évidemment. On va vous laisser aussi le Discord, comme ça vous pouvez aussi avoir l'occasion de nous parler et poser vos questions. D'accord. Donc nous allons voir ce qu'on peut faire à partir de là. Donc ça, je vais vous montrer quelque chose que j'ai pu aborder dans les vidéos sur la programmation fonctionnelle. Donc c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans Rust. C'est parce que Rust n'est pas un langage orienté objet. On peut faire 2-3 trucs dessus, mais il est plus orienté fonctionnel. Et parce que là maintenant, c'est plus le choix de objet ou fonctionnel, mais c'est multiparadigme. Parce que Rust a pris son orientation sécurité et performance. Donc nous allons voir en fait quelques éléments qui peuvent bloquer lorsqu'on vient d'un langage classique. Donc le premier point, donc, c'est la mutabilité. Donc je pense que vous avez déjà eu à traiter avec ça. Voilà, donc j'ai mis un halo au-dessus. Donc c'est juste pour éviter que mon éditeur m'envoie plein d'erreurs. Donc ici nous définissons une variable a qui a la valeur 1. Si on essaie de lui assigner une autre valeur, donc on verra que ça ne marchera pas parce que ici, A ne peut pas être modifiable. Si on veut le rendre modifiable ou mutable, il faudra mettre un mut. Et là, on peut le modifier comme on veut. Mais comme vous le voyez, par défaut, tout élément dans Rust n'est pas mutable. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'en a pas toujours besoin. Ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est de mettre le tout de cette façon-là. Ça s'appelle du shadowing. Et en fait, ça fait la même chose que la mutabilité, sauf que la variable A reste toujours immutable à ce moment-là. Donc c'est juste que nous avons en fait placé une nouvelle valeur de A par-dessus le A déjà existant. Mais la variable n'est pas mutable. Donc je peux toujours la passer dans plein d'autres fonctions ou faire quoi que ce soit. La variable ne va pas être changée parce qu'elle est déclarée comme immutable. Donc ça donne beaucoup de sécurité. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave, mais sachez que c'est mieux de faire cette méthode-là, donc de définir en let. Alors là, j'ai défini une structure truc. Donc ce que va faire truc, c'est tout simplement être affiché. Donc je l'ai défini ici, j'ai mis debug pour qu'il puisse être printé de cette façon-là. Et voilà, donc la seule valeur qui est là, c'est truc. Alors c'est juste pour vous montrer une chose, c'est que les valeurs que nous construisons maintenant à partir de struct, d'enum ou quoi que ce soit, sont des valeurs qui vont avoir une propriété différente que les types primitifs. Ici, j'ai ajouté quelques éléments supplémentaires, donc j'ai défini une variable 1 qui est un type primitif i32 et j'appelle la fonction consomme1 qui va prendre i32 et il va rien faire avec. Dans ce cas de présent, en fait, on se rend compte que A garde toujours sa valeur, que c'est un type primitif. Mais lorsque je fais pareil avec consomme2, donc j'utilise consomme2 et que maintenant j'essaie d'afficher sa valeur, ici il va y avoir un problème. Parce que ici, vu que c'est une structure, sa valeur va être déplacée. Donc pour économiser de la place, sa valeur va être déplacée dans la fonction, et vu que la fonction ne retourne pas la valeur, cette valeur meurt à l'intérieur de la fonction. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire un print. Donc pour les personnes qui ne voudraient pas s'ennuyer avec ça en fait, et n'auraient pas à combattre trop souvent avec le borrow checker, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Donc ça c'est une première approche.
c'est faire un clone et copie, parce que copie dépend de clone. Et voilà, ici vous vous rendez compte qu'il n'y a plus cette erreur-là, parce que c'est ce que font les valeurs par défaut, donc les types par défaut, comme par exemple les 32, etc. C'est que ce sont des types primitifs qui implémentent le traits copy. Donc ils sont copiés lorsque on les passe dans les fonctions. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné la même propriété à notre structure. Comme vous voyez, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut en termes de mémoire. Ici, on a vraiment le choix de faire la répartition qu'on veut. Bon, bien évidemment, si on utilise le copy, vous comprenez que ça va prendre de plus en plus de place. Donc il faut faire attention avec ça, parce que notre code peut même devenir plus lent que du code en Python, notamment. Donc ça, c'est comme par exemple une première approche. La deuxième approche, c'est de travailler avec les références. Donc, comme vous le voyez ici, maintenant, Consam ne prend plus truc, mais prend une référence vers truc. Donc, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de copie, mais il va quand même toujours pointer vers l'objet externe. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est ce qui s'appelle de l'emprunt, ou comme on dit, le borrowing. Parce que là, la valeur n'est pas utilisée, elle est juste empruntée. Donc ça, c'est à faire attention hein, lorsque on travaille avec ça. Parce que vous voyez que c'est explicitement dit que nous ne prenons pas la valeur, mais simplement nous l'empruntons pendant un moment. Donc ça peut être pratique si vous savez que vous devrez utiliser la variable plus tard. Donc ça, c'est plutôt une sorte d'emprunt à titre informatif. De même, si on veut faire en sorte à ce que la valeur puisse être modifiée dans une fonction, il va falloir déclarer le mot-clé mut. Donc ici, nous voyons que mut a été mis ici, ici, et ici, donc ça c'est vraiment la particularité de Rust, il faut que ce soit vraiment explicite, il faut que Rust dise, voilà, là, ce que tu as mis ici, c'est comme ça que ça va se passer. Donc vraiment, c'est une approche un peu brutale, barbare de Rust, mais qui est très communicatif. Donc nous savons quand est-ce qu'une valeur est modifiée ou non, nous savons quand est-ce qu'une valeur est référée ou non, ce qui nous permet de savoir ce qui se passe dans notre code. Donc au tout début, ça peut être un peu lourd, mais en fait, ce sont des informations qui sont importantes lorsqu'on essaye de créer un code qui est facilement maintenable. C'est pour ça que moi, j'apprécie vraiment ce concept-là. Un autre exemple dans la programmation fonctionnelle, c'est quand on essaie de combiner des fonctions complexes. C'est que là, nous avons comme par exemple une fonction 1 ici, qui doit appliquer 3 autres fonctions sur des trucs. Donc ici, nous prenons un vecteur de trucs, et ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit définir un tableau vide, puis à partir de là, explorer chaque élément du premier tableau, faire les transformations en les mettant dans des variables intermédiaires, puis après pousser le tout dans le résultat qu'on va retourner. Dans la fonctionnelle, c'est un peu plus harmonique ou un peu plus harmonieux. Donc en fait, on va prendre le vecteur, on va directement travailler avec, on va itérer dedans, et on va appliquer à chaque fois les fonctions à l'intérieur. Et ce qui fait qu'on n'a plus qu'à collecter parce que vu que c'est la programmation fonctionnelle, ça retourne directement le résultat. Donc vous voyez ici, pour moi, c'est beaucoup plus simple parce qu'on voit qu'on a un début. Hein. Donc on ouvre et on ferme, donc début, fin. Et je vois l'application simple des fonctions sans avoir à me poser la question, mais que fait cette variable intermédiaire? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir participé. Le but était vraiment de pouvoir aborder de façon succincte les bonnes pratiques dans Rust. Nous vous donnerons aussi quelques autres informations en dessous, notamment les liens ainsi que nos contacts. Vous pourrez toujours, bien évidemment, parler avec nous dans la section commentaires ou via notre Discord, ou vous avez peut-être aussi d'autres moyens, donc je pense qu'on mettra vraiment tout ce qu'il faut. Alors si jamais, bien évidemment, ça nous ferait plaisir que vous puissiez mettre un pouce bleu, partager la vidéo, bien évidemment, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, hein, s'il vous plaît. Donc d'ici là, que Dieu vous bénisse, à bientôt.